Ok, bon, eh bien c'est parti. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette dernière session de notre série de webinaires éducatifs. Voilà, comme on l'a dit dans nos précédentes sessions, on pense que c'est un bon moment pour faire des points voilà, éducatifs sur les concepts, les définitions, les cas d'usage, la valorisation. Et dans cette dernière session, on va aller un petit peu plus loin et on va vous présenter un récapitulatif de l'année dernière, notre outlook, les raisons que l'on pense sont crédibles pour soutenir le fait que le point d'entrée actuel du marché des cryptoactifs est très intéressant d'après nous. Et puis dernièrement, on évoquera comment intégrer ce genre d'actifs dans des portefeuilles traditionnels d'investissement. Alors, au préalable, je vais juste lire un disclaimer. La présentation durera environ 30 minutes et ensuite, on se donnera 5 à 10 minutes de questions-réponses. Donc, vous pouvez dès maintenant poser vos questions et réponses dans l'option qui est en bas de votre écran Zoom. Alors, au préalable, avant d'entrer dans la présentation, je vous rappelle que ce webinaire et la présentation qui l'accompagne ont un caractère purement informatif. Cette présentation ne constitue ni une offre d'achat ni de vente. Elle n'est pas une sollicitation d'offre d'achat ou de vente. Voilà, cela étant dit, donc comme d'habitude, j'ai Draman avec moi dans le call, qui est notre responsable produit US et Europe. Et pour commencer, voilà, on voulait déjà faire un petit récapitulatif de l'année 2023. Donc, je pense quand même que c'est assez intéressant hein, parce qu'il y a un an, quand même, pas mal de personnes assez conservatrices pensaient que c'était la fin de la technologie blockchain et donc des cryptoactifs. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte de marché qui est beaucoup plus sain, avec beaucoup moins d'effets de levier au sein des sociétés. Les sociétés frauduleuses ont été cleanées. Le Bitcoin a récupéré une performance de plus de 100%, l'Ethereum plus de 60%. Le sujet de la corrélation aussi a énormément évolué. En 2022, lors d'un bear market, effectivement, les cryptoactifs étaient très corrélés aux actifs risqués comme les actions technologiques. Et en 2023, on voit quand même une évolution de cette corrélation qui tend vers le bas. Ensuite, cette année, ça a été tout de même une très forte année d'un point de vue technologique et tout l'univers de l'infrastructure, des smart contracts, plateformes, a connu d'énormes évolutions d'un point de vue layer 2 pour tout ce qui est de sujet de mise à l'échelle, par exemple. Ensuite, on voit quand même une croissance des utilisateurs de ces technologies au sein des données on-chain. Euh, on a vu quand même les plus grosses asset managers très traditionnels dans le monde évoluer pour apporter des produits sur la crypto. Donc là, évidemment, je mentionne le sujet de l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Les banques centrales établissent de grands travaux pour les central bank digital currency. La réglementation évolue. On a eu Mika qui est arrivé cette année. Et dernièrement, le Bitcoin a vraiment, je dirais, dansé entre un actif à risque, qui est sa casquette initiale, et un actif aussi de qualité lors de la crise bancaire, par exemple, ou lors de la forte tension sur les taux long terme aux États-Unis. Donc pour nous, on pense que cette année, ça a été vraiment une année très intéressante, une année de retour de confiance. La technologie est toujours là, la réglementation, l'adoption avance. Donc vraiment, on est vraiment très optimiste pour l'année prochaine. Peut-être que Draman, tu veux un peu compléter avec peut-être une perspective par rapport aux autres actifs risqués. Ah oui, je pense que comme tu l'as dit, l'année a commencé dans des conditions qu'on sait et beaucoup ne donnaient pas cher de des cryptoactifs de façon générale. Mais dans le développement de l'année, on s'est rendu compte que c'est l'une des meilleures années pour la classe d'actifs parce que naturellement, la dynamique de prix, elle était positive. Et nous, on aime bien montrer aux investisseurs l'écart de performance qu'il y a entre les actifs crypto Bitcoin qui est en hausse de plus de 150% depuis le début de l'année, mais c'est aussi tout le marché quand tu regardes un indice comme le Nasdaq Crypto Index Europe, qui est l'indice que l'un de nos produits track, mais aussi même Ethereum est en hausse de presque 100%. Et c'est en comparaison des autres actifs risqués, c'est-à-dire le Nasdaq 100 ou le S&P 500 ou même l'or, c'est un autre ordre de grandeur en termes de potentiel de croissance en fait. L'idée, c'est vraiment de permettre aux investisseurs d'apprécier ce différentiel de performance et c'est l'une des raisons pour lesquelles on se dit la crypto a une place dans le portefeuille parce que lorsque ça commence à aller en hausse, le différentiel de performance
fait que même une petite allocation de 1 ou 2% ajoute beaucoup de valeur au portefeuille. Comme tu l'avais dit tantôt, Ben, surtout dans un contexte où, avec la maturité de la classe d'actifs, elle est de plus en plus décorrélée avec les actifs traditionnels, les actifs à risque traditionnels et éventuellement. Donc, c'était une bonne année pour la dynamique des prix, mais c'était aussi une bonne année pour la consolidation de la thèse de ce que est, par exemple, Bitcoin, qui arrive à réagir très bien dans un contexte de crise politique, mais aussi d'un contexte de crise économique, en fait, avec tout ce qu'il y a qu'on a eu comme stress bancaire aux États-Unis. Ben. Alors, donc, je pense que ça le fait bien pour planter le décor pour Carrément. 2003 et ça nous permet de parler de nos perspectives pour 2004, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, nous, 2024. on a publié notre Outlook, on l'a aussi publié en français, donc c'est disponible sur nos sites français, suisses et de l'Union européenne, donc n'hésitez pas à le consulter. Là, c'est vraiment un résumé dans les grandes lignes, mais moi, pour peut-être introduire l'Outlook, c'est de dire que voilà, on est passé par une année de recovery. On pense qu'aujourd'hui, les cas d'usage commencent à être beaucoup mieux compris de la part des investisseurs. On est encore au tout début de cette révolution technologique, vraiment je dirais, de la nouvelle phase d'Internet et de la digitalisation du transfert de valeur. Donc, pour nous, vraiment, et c'est ce qui récapitule la plupart de nos discussions en Europe avec les banques privées, les family office, etc., c'est que ce qui se passe aux États-Unis va être un tipping point et vraiment un élément très important, car on pense, on va vous détailler tout cela un peu plus tard, mais on pense que les ETF Spot Bitcoin vont très prochainement arriver et cela va signifier énormément de capitaux qui vont pouvoir enfin accéder au Bitcoin via des produits réglementés. Et il faut mettre cela en perspective aussi avec le halving du Bitcoin qui arrive l'année prochaine, c'est-à-dire la réduction de 2 du nombre de nouveaux Bitcoins qui vont être émis. Et enfin, voilà, je dirais peut-être le contexte macroéconomique qui va évoluer. Ça, c'est pour Bitcoin. Effectivement, dans ce document, on va un peu plus loin sur d'autres sujets. Peut-être que Draman, tu veux peut-être un peu détailler les trois grands thèmes qu'on montre dans ce slide. Oh, non, bien sûr, Ben. So, je pense que le premier point, et tu l'as mentionné avec toute la. On pense de façon générale à la crypto comme c'est un flot, c'est une petite rivière. Parce qu'à date, et on le constate bien en Europe, aucun des gros acteurs de la finance traditionnelle, que ce soit les gérants de fonds ou même les grosses banques, n'ont embrassé la matière. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai bloqué ou lui. À, Ah, qui va voilà. passer. Tu m'entends? Ouais, ouais, je pense que ça a été D'accord. coupé. Sur le OK. slide Outlook. Je Désolé je repartage l'écran. ouais, pour ce petit souci technique. Parfait. Je repartage l'écran. Désolé pour ce petit incident. Donc, Ouais. l'idée, C'était sur le. c'est qu'on, c'est la bonne slide, n'est-ce pas? Ouais. Ah ouais. OK, parfait. Donc, l'idée, c'est qu'on passe de la rivière ou du fleuve à l'océan on aura une infrastructure, puis on aura des pipes beaucoup plus grands qui pourront servir la plupart des investisseurs, la plupart des investisseurs et des allocataires d'actifs. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de maturité de la technologie blockchain qu'il y a derrière. On aura noté en Europe, par exemple, que Société Générale, il y a quelques semaines, a réalisé sa première émission obligataire en utilisant
l'infrastructure blockchain. Ça c'est très intéressant et ça vient en complément de ce qu'ils avaient fait il y a quelques mois, qui était l'émission de leur propre stablecoin. Donc ça, ce sont les indices de validation de la technologie à telle enseigne que des acteurs comme Société Générale, mais JP Morgan par ailleurs et bien d'autres sont en train d'utiliser l'écosystème, l'infrastructure blockchain pour développer leurs applications critiques en interne. Et la troisième thématique qui va façonner l'année 2024, ce sera que le contexte macroéconomique de façon générale va s'améliorer avec un pic d'inflation et éventuellement, ça c'est en général, ça serait un contexte conjoncturel beaucoup plus favorable aux actifs à risque. Je pense que c'est les trois thématiques qu'on reprend dans le Outlook que vous pourrez lire à loisir sur nos différents supports. Et donc, on pourra maintenant peut-être passer Au au vrai cas sujet du webinaire. d'investissement. Exactement, Pourquoi c'est exactement. intéressé maintenant? Ok. Exactement. Alors, eh ben, tout d'abord, ça, c'est un slide qu'on a présenté au préalable. Encore une fois, c'est encore un stade très précoce d'adoption. On pense que tout ce qui est l'univers des applications décentralisées, on est vraiment encore loin de l'adoption massive. On avait mentionné l'utilisation des stablecoins, des CBDCs, de la tokenisation. Mais nous, vraiment, notre point de vue, c'est de se dire que l'infrastructure des smart contracts et des solutions layer 2 qui leur permettent d'interagir, de scaler, etc., ont encore besoin d'être plus matures pour pouvoir voilà, vraiment avoir des applications dans notre téléphone où on utilise tous les jours la technologie blockchain. Donc voilà, encore un stade très, très précoce. Dans le prochain slide, voilà, là, on voit vraiment quelque chose de très basique, mais qui est important à rappeler. Effectivement, je pense que le jour où il y aura un réel consensus sur les cours de Bitcoin et d'Ethereum, qui signifie très certainement moins de volatilité dans ces actifs-là, alors quelqu'un qui est juste peut avoir des bons rendements, mais de taille normale. Donc, nous, on pense que cette classe d'actifs, elle offre une opportunité générationnelle d'entrer dans des protocoles de technologie qui peuvent avoir vocation à transformer énormément de choses dans nos économies. Donc effectivement, quand on est juste et qu'on est contrariant, aujourd'hui, malgré tout, rentrer dans le marché des cryptoactifs, ça reste être contrariant. C'est dans ce genre de positionnement qu'on peut vraiment aller voilà, rechercher des super rendements. Donc voilà, ça c'était un peu, je dirais, pour vraiment mettre la base. Maintenant, si on parle du Bitcoin et des cycles du Bitcoin, alors évidemment, hein, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais il est quand même intéressant de voir il y a trois rythmes hein, et c'est toujours la même chose. Il y a une recovery phase qui est vraiment la phase assez plate du Bitcoin qui est suivi ensuite par un bull run qui a souvent vocation à être assez rapide et de même pour un bear run. Donc voilà, nous aujourd'hui on estime qu'on est encore dans le recovery cycle mais qu'on se dirige vers le bull run. Donc étant donné qu'il sera certainement rapide, qu'il devrait atteindre l'ancien all-time high et éventuellement le dépasser, on pense que rentrer dans une recovery cycle, c'est le bon moment. Draman, est-ce que tu veux peut-être compléter sur ce point des cycles du Bitcoin? Ah oui, c'est surtout, ce que nous avons trouvé très intéressant dans cette slide lorsqu'on l'a construite il y a peut-être presque une année, la, c'est le niveau de, ça se répétait à la semaine près, on va dire, les cycles qu'on a pu voir dans l'univers de la crypto. Et c'est un marché baissier qui va durer environ 13 semaines. Ça, c'était en 2014. On a vu la même chose en 2018 et on a vu la même chose en 2021-2022. 13 semaines, ça marche. Et il y a la phase de recovery, comme tu le mentionnais, Ben, qui est la plus longue, qui va durer beaucoup plus longtemps, 23 semaines. Et ici, c'était 22 semaines. Et c'est donc dans cette phase de recovery qui dure beaucoup plus longtemps que la possibilité d'entrer dans la classe d'actifs est la plus intéressante. Parce que même quand on parle de recovery, faut pas déconner, comme on dirait. C'est de la crypto. En moyenne, sur les phases de recovery, ça fait du 500% ou ça fait du 400% de rendement, en fait. Donc, c'est la bonne période pour entrer dans la classe d'actifs parce que vous commencez à voir que les prix commencent à aller en hausse et vous avez beaucoup plus de temps pour entrer. Parce que l'idée de penser qu'on peut timer le marché, c'est-à-dire d'attendre que ce soit complètement dérisqué pour entrer, c'est une idée risquée parce que très souvent, le bull market ne dure que 12 semaines. Donc, on a le temps de construire la conviction et de mettre le trade. Très souvent, les personnes se retrouvent à acheter
l'actif à des niveaux qui sont relativement élevés. En fait. Donc, on se dit, maintenant, c'est un très bon moment pour entrer dans la classe d'actifs parce qu'on est à mi-chemin du mouvement de reprise. Et si les cycles se répètent comme il se répète, tu as environ du 200%, 250% de upside à aller chercher dans le recovery cycle. Et après encore, beaucoup plus dans le bull cycle, parce que le bull cycle, il va faire du 300% ou du 200% selon les cycles. En fait. Donc, c'est un très bon moment pour entrer maintenant quand on est en période de recovery et qu'on n'a pas encore touché l'ancien all-time high. La deuxième chose à mentionner en termes de pourquoi maintenant c'est un bon moment, c'est que de façon générale, sur la base de certaines analyses en interne économétriques qu'on a pu faire, c'est que pour nous, on trouve que le prix de la crypto et pas crypto, ce qu'on regarde, c'est la capitalisation de marché cumulé de Bitcoin et puis d'Ethereum. Elle se retrouve au bas de la plage, en fait. Et probablement, c'est la plage qu'on peut inférer en regardant les anciens all-time high. Elle se retrouve au bas de la plage et n'est même pas encore au milieu de, des prévisions que nous, on a. Donc, on se dit, là, il y a un point d'entrée très intéressant qui est plutôt au bas de la plage. Donc, le downside, le risque à la baisse est beaucoup plus protégé que si vous rentriez à 10 000 $ ou bien 10 000 € plus cher ou à 20 000 € plus cher. En fait, donc, l'idée, c'est qu'il y a un point d'entrée très intéressant qui protège le downside risk également. Donc, ça, c'est le deuxième facteur qui fait que maintenant, c'est un bon moment pour investir dans la classe d'actifs. Et le troisième facteur, c'est le halving. Le halving, c'est le processus par lequel chaque 4 années environ, l'émission de Bitcoin est réduite, le taux d'émission de Bitcoin, donc l'inflation, est réduite par 2. L'idée, c'est que une fois que le taux d'inflation est réduit par 2, ce que ça crée, mécaniquement, ça fait que Bitcoin devient un actif beaucoup plus rare comparé, par exemple, à la monnaie fiat. Donc, ça crée un différentiel d'inflation en faveur de Bitcoin, surtout dans le contexte macroéconomique actuel où l'inflation est beaucoup plus élevée qu'on l'avait connu sur les 30-40 dernières années. Donc, il y a ce bonus, cet avantage d'actifs dont le taux d'inflation est beaucoup plus faible que le taux d'inflation de la monnaie ou de l'économie. Ça, c'est un. Mais deux, qui est peut-être beaucoup plus intéressant pour nous, c'est qu'en général, le halving a constitué une très bonne période pour entrer dans la classe d'actifs parce que, comme on peut le regarder ici, les prix en général ont un comportement jusqu'au halving. Et après le halving, ils repartent à la hausse de façon très poussée, on va dire. Donc, de façon générale, quand on regardait les analyses de quel est le retour sur investissement en Bitcoin 500 jours après le halving, pour quelqu'un qui aurait investi 500 jours après le halving, ça aurait été, on va dire, OK, je vais prendre le cas médian, par exemple, ça aurait été ici 1100% pour quelqu'un qui aurait investi juste pour profiter des 500 jours qu'il y a après le halving. Donc, on se dit, ça, c'est l'un des points d'entrée les plus évidents pour quelqu'un qui va entrer en crypto, c'est d'essayer d'entrer avant le halving. Et le halving, on l'attend en avril de 2024. Donc là, c'est un très bon point d'entrée pour commencer à ajouter une allocation crypto à son portefeuille. Donc, ce sont les trois facteurs en général qu'on va dire de façon conjoncturelle qui expliquent que maintenant, c'est un très bon point d'entrée pour la crypto. Vous pouvez entrer avant le halving. Ça, c'est en général un point d'entrée qui marche bien. Vous êtes en train d'acheter à un prix qui est au plus bas des estimations de potentiel qu'on a. Et troisièmement, vous êtes dans la phase de recovery et les cycles de Bitcoin se répétant, en tout cas sur la base de l'histoire qu'on a constatée, vous avez la capacité de capter encore 50% du potentiel de recovery et de profiter du marché haussier qui viendra après. Donc, ça, c'est les aspects un peu conjoncturels. Ben, donc, je pense qu'on peut, mais il y a D'un point aussi de vue des macro, facteurs, d'un point de vue macro, oui. Donc, il y a l'environnement macro qui, comme je disais tantôt, il corrèle un peu à l'histoire de Bitcoin. Nous, il y a peut-être 2 ou 3 mois, on a travaillé sur un papier, on essayait de mettre le potentiel d'investissement en crypto en lien avec le contexte macroéconomique. Ce qu'on disait de façon générale, c'est que, les crypto-actifs sont moins sensibles à un risque de récession. Pourquoi? Parce que la demande pour les crypto-actifs, elle n'est pas localisée que sur des pays développés. C'est une demande globale. Et comme la demande est globale, même si les pays développés avaient une récession, très certainement la Chine ou l'Inde ou le Brésil auront une croissance positive. Donc, la demande des cryptos est liée à la croissance mondiale et non à la croissance des pays développés. Donc, les cryptoactifs résistent relativement bien
à la récession. Mais ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est de penser à l'impact d'un pic d'inflation sur la crypto. Parce qu'on a été pendant longtemps dans un contexte inflationniste, mais pour nous, on a atteint très probablement les pics d'inflation. Donc, en moyenne, la chance, la probabilité que l'inflation commence à baisser est beaucoup plus grande que l'inflation continue à augmenter. Et un actif comme la crypto réagirait très bien à la baisse de l'inflation parce que par baisse d'inflation, ce qui va se passer très souvent, c'est également que la politique monétaire des banques centrales va commencer à s'assouplir et le loyer de l'argent va devenir moins cher. Donc, le contexte de l'inflation et le contexte de la politique monétaire sont deux des facteurs macroéconomiques les plus favorables à la crypto. Et comme on a pu le constater, je pense que le marché lui-même commence à pricer de plus en plus qu'on a atteint un pic d'inflation et que la politique monétaire va s'assouplir dans le futur. Et partant, c'est un très bon point d'entrée pour les actifs risqués, dont la crypto-monnaie. Alors, sur la suite, si vous suivez notre charge, vous verrez qu'on parle très souvent de ces facteurs séculaires. Mais là, c'est un peu des facteurs séculaires et des changements générationnels qui sont très importants lorsqu'on regarde le marché des cryptoactifs. Donc là, ce qui est écrit dans ce slide, c'est des choses qu'on a déjà couvert, hein, mais encore une fois, voilà, on pense que l'année prochaine, l'infrastructure va s'améliorer et va tendre vers un système où on pourra avoir des milliards d'utilisateurs qui utilisent ces réseaux. Les acteurs traditionnels, que ce soit asset manager, que ce soit banque ou que ce soit entreprise classique, commencent à intégrer ces technologies pour améliorer leurs process ou leurs services clients. On pense que la narrative du Bitcoin et de smart contracts comme Ethereum, par exemple, commence vraiment à prendre tout son sens aux yeux des investisseurs et des personnes assez conservatrices. Et dernier point, la réglementation ne fait que s'améliorer. Et sur ce point-là, je pense que ce qui s'est passé cette année, surtout aux États-Unis, d'un point de vue légal, ce qui s'est passé avec Ripple, ce qui s'est passé avec surtout Coinbase, Binance récemment, ce qui se passe sur le sujet des ETF américains, montre que les régulateurs veulent que les gens qui cherchent à s'exposer à cet univers feraient mieux d'aller vers des produits réglementés et sûrs plutôt que d'aller en direct sur le marché de la crypto. Là, c'est juste un petit point sur le marché américain. Donc, HDEX est dans cette course aux ETF Bitcoin. Alors, nous, on a une approche qui est très différente. On a un ETF qui existe déjà, qui est sur les Bitcoin futurs, qui est sous l'article 33 et qui nous permet de demander à la SEC un switch vers le spot. Donc, on a une approche qui est très différente des autres. Peut-être, Draman, tu peux un peu voilà, détailler cela et pourquoi on pense que ça devrait voilà, très prochainement arriver. Oui, merci Ben. Et pour emboîter un peu le pas ce que tu disais avant, c'est que comparé au début de l'année, maintenant, il y a deux facteurs de risque qui se sont améliorés pour la crypto. Il y a le facteur réglementaire, comme tu l'as très bien mentionné, avec la SEC qui a changé un peu son fusil d'épaule après le résultat de son procès avec Grayscale, mais aussi Ripple. Et même là, récemment, avec le fait qu'ils aient trouvé un accord avec Binance. Donc, le risque réglementaire qu'on pensait avoir avec la crypto en début d'année est beaucoup plus faible maintenant aux États-Unis, mais aussi en Europe, parce qu'en Europe, on a MiCA. Donc, si le risque réglementaire était un problème pour un investisseur en crypto en début d'année, maintenant, il est beaucoup moins un problème. Et ça, c'est vrai en Europe et c'est vrai aux États-Unis. Le deuxième facteur, c'est le risque réputationnel. Ah Ben, je pense que tu le mentionnes très souvent à nos clients, c'est que maintenant, avec des acteurs aux États-Unis, quand vous avez tous ces acteurs qui ont fait des filings pour un ETF aux États-Unis, ça se comprend bien que si BlackRock, Invesco, Fidelity, WisdomTree mettent leur image de marque derrière le fait d'avoir un ETF Bitcoin, ça prouve bien que d'un point de vue réputationnel, c'est pas le danger qu'on croit que c'était en fait en réalité. Et ça c'est très important pour beaucoup des investisseurs auxquels on parle parce que l'investisseur ou la banque privée n'a pas forcément envie de supporter un produit pour lequel elle aurait des explications à donner à son régulateur. Pour nous, c'est pour ça que ce qui se passe aux États-Unis est fondamental parce que ça a changé le positionnement et le risque que les investisseurs institutionnels mettent sur Bitcoin. Avec ce mouvement, on se dit Bitcoin devient officiellement un actif permis dans Reconnu. les allocations parce que c'est supporté par tous ces grands acteurs auxquels les investisseurs font confiance dans leur capacité à choisir ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens. Je pense que c'est pour ça
on est si passionné par cette question. C'est pour ça que même en Europe, on a déjà commencé à avoir des acteurs très importants changer leur ton vis-à-vis des actifs crypto parce qu'ils se rendent compte que le monde est en train de changer autour d'eux. Et ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, de façon beaucoup plus pragmatique, c'est parce que c'est une question d'accès. Aux États-Unis, tu as ces acteurs qui ont des milliers et des milliers de personnes dans leur force de vente. Ces acteurs qui ont des milliards et des milliards de dollars, qui ont une capacité de distribution sans commune mesure. Donc, je dis, ça sera la première fois dans le monde que ces acteurs avec autant de ressources vont avoir un produit crypto et pourront le distribuer à leurs clients. Et on peut très bien faire l'hypothèse que un ETF Bitcoin va se retrouver dans un modèle portfolio de la plupart de ces grands gérants de fonds. Et après, ça devient disponible à quasiment tout le monde, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine, des family office. Donc, là, le fait que ces grands gérants de fonds aient des ETF crypto va résoudre le problème de distribution pour la première fois. Moms and pops, c'est-à-dire les investisseurs les plus traditionnels pourront avoir accès à la classe d'actifs. Ça sera un mouvement, ça sera un point d'inflexion dans l'adoption de la crypto. Ça sera le cas aux États-Unis, mais ça aura aussi le potentiel de se répandre dans d'autres géographies, comme on a pu le voir à date. Top. Alors, on se donne 10 petites minutes pour le dernier thème de cette présentation. Donc, comment ajouter des cryptoactifs à un portefeuille. Alors, ici, on va rien vous présenter de rocket science. Hein, c'est des choses que vous savez bien. Mais peut-être il est important de rappeler que nous, en tant que asset manager spécialisé sur la crypto, on est là pour apporter des produits d'exposition long only passive parce qu'on pense que à la vue de ce qu'on vient de vous présenter, que cette classe d'actifs a un potentiel de performance vraiment extraordinaire. Et donc, on pense que plutôt que d'essayer de chercher de l'alpha et de prendre en risque des contreparties, du lending, des choses unregulated, on pense qu'offrir des produits qui sont très robustes, très bien construits, via des ETF ou des ETP, mais apporte tout simplement la meilleure solution sur la table d'un point de vue liquidité, accessibilité, diversification, parce que chez HDEX, on est vraiment focus sur des stratégies indicielles, d'un point de vue coût, transparence, etc. Contrairement aux fonds actifs qui peuvent avoir certains de ces paramètres qui sont un peu moins efficients. Et puis d'un point de vue venture capital, là on est dans un autre monde. D'un point de vue liquidité, c'est clairement autre chose. Donc là, ensuite, ce qu'on veut vous présenter un peu, c'est pourquoi on pense que la diversification et que l'approche indicielle fait sens dans l'univers. Donc, nous, chez HDEX, notre cofondateur, lorsqu'il a découvert l'arrivée de l'Ethereum, il a très vite compris, quelqu'un qui vient de la tech et du software, que crypto is more than Bitcoin. Donc, Bitcoin, il a une utilisation donnée. Que les gens comprennent aujourd'hui. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai été pas mal sur la route ces derniers temps et je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a des investisseurs qui, il y a un an, ne comprenaient rien au Bitcoin. Aujourd'hui, ils me parlent de Gold Startup, etc. Je pense que pour les autres segments, c'est encore moins compris, mais ça va venir. Et le prochain sera clairement les smart contract platforms, donc Ethereum, entre autres. Mais là, l'idée, c'est vraiment de dire que effectivement, plus le temps passe, plus la domination du Bitcoin a vocation à réduire, même si cette année, elle est revenue. Mais nous, on pense que voilà, le Bitcoin, l'Ethereum ont vocation à être moins dominants et que d'autres nouvelles technologies vont émerger. Et l'idée d'avoir une approche indicielle en capitalisation de marché et évolutive, c'est exactement pour aller capturer les prochains projets majeurs de demain. C'est clair. Alors, Et je pense que il y a un point qu'on peut faire ici également, Ben, c'est que si on imaginait qu'on investissait dans un pays, on n'a pas idée d'investir on dit on veut investir en Chine. Mais imaginez que vous voulez investir en Chine, mais en réalité, la façon dont vous exprimez ce trade, c'est d'acheter une action chinoise qui, peut-être il y a 7 ans, 8 ans, représentait 80%, 90% du marché. Pourquoi pas? Mais maintenant, cette action ne représenterait que 50% du marché. Alors, alors dans ce trade, vous avez une exposition à cette action, mais vous ne saurez pas dire que vous avez une exposition à toute la Chine. Je pense que c'est un peu ça l'idée de, si vous voulez vraiment investir en crypto et non en Bitcoin, il y a 7 ans, 8 ans, le trade était peut-être Bitcoin. Mais aujourd'hui, Bitcoin ne représente que 50% du marché. Et ça a été même à 40% dans la période haussière du marché. Et une allocation de juste 50% à la classe d'actifs crypto, mais pas une allocation en crypto. Donc, l'idée, c'est d'élargir le portefeuille et d'ajouter des actifs additionnels. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est que ce sont ces nouveaux actifs
qui ont le potentiel de croissance le plus élevé, en fait. Donc, de façon relative, Bitcoin a perdu de 90% environ 50% de dominance, alors qu'Ethereum est parti de 3 ou 4% en 2017 à plus de 20% maintenant. Donc, en termes de potentiel de croissance, c'est là qu'il y a le alpha à aller chercher. Et, et oui, comme Ben l'a dit, pour nous, on croit à une approche indicielle parce qu'on se dit, l'investisseur moyen n'est pas forcément le mieux outillé à choisir quel jeton fera mieux que Bitcoin. Et on le voit très bien cette année. C'est pour ça que nous, on aime ce graphique parce que si on regarde la performance du début d'année à septembre, voici qu'est-ce qu'un indice aurait fait. Un indice, notre indice, par exemple, il aurait eu 52% de rendement sur l'année. Il aurait fait moins que Bitcoin, mais il t'aurait donné accès à toute cette Ah, diversification a priori. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que même, c'est vrai que Bitcoin a une superbe année, mais ce que ça montre, c'est que même quand Bitcoin a eu une superbe année, tu as un actif comme Solana qui a fait 2 fois mieux que Bitcoin. Donc, dans ta capacité à choisir les actifs qui ont fait très bien, tu aurais été biaisé à choisir Bitcoin, tu aurais raté celui qui aurait fait mieux. Et qui plus est, quand on regarde le profil après d'octobre à maintenant, c'est encore plus intéressant parce que au-delà de Solana, il y a également Avalanche, mais il y a aussi Matic, il y a aussi Cardano qui ont fait mieux que Bitcoin. L'idée étant de montrer très simplement que c'est très difficile de choisir le vainqueur. Et si vous choisissiez de juste investir dans la plus grosse capitalisation du marché, souvent vous aurez raison, mais bien souvent, vous auriez tort parce que beaucoup des small caps dans lesquels un indice vous permet d'investir, vous les aurez ratés. En fait, très peu de personnes auraient investi dans Avalanche, dans Matic ou dans Solana en début d'année. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir une approche systématique à ce genre d'investissement de telle sorte que vous profitiez de la hausse du marché et non juste de la hausse de Bitcoin ou d'Ethereum. Et ça nous permet de parler de nos stratégies, des 2 stratégies qu'on a en Europe, n'est-ce pas, Ben? Notamment le Nasdaq Crypto Index Europe. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est notre produit flagship hein, qui est accessible sous différents formats, entre autres via un ETP suisse et européen. Mais là, je pense que ce qui est intéressant, c'est de dire que nous, on ne sait pas quels vont être les réseaux qui vont être massivement adoptés. Certainement que certains au sein de cette sélection le seront. Si on le savait, et si vous aussi vous le saviez, je pense que personne ne serait dans cette salle. Donc c'est pour ça que nous, on pense vraiment que on ne sait pas, il vaut mieux acheter un indice qui est évolutif. C'est-à-dire que là, vous voyez la composition à fin novembre. Le 1er décembre, il y a eu un rebalancement. Et lors de ce rebalancement, il y a un nouvel actif qui répond aux critères indiciels de Nasdaq. Donc, on est passé de 10 à 11 actifs. Et vous verrez que plus le temps passe, plus le nombre de tokens couverts augmente et plus le nombre de segments couverts au sein de l'univers crypto augmente. Et là, j'aime bien l'exemple de Uniswap. Donc, Uniswap, c'est une application décentralisée qui tourne sur des smart contract plateformes comme Ethereum, par exemple. Uniswap, c'est un échange, c'est une plateforme d'échange de crypto-actifs décentralisés. Et depuis septembre 2022, c'est la première fois qu'on a une application décentralisée qui rentre dans l'exposition. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire que ce produit-là sera toujours un bon reflet du broad market liquide des cryptos. Il sera évolutif dans le temps, il a un rebalancement mensuel et il utilise voilà, une gouvernance qui vient de Nasdaq. Donc, d'un point de vue réputationnel, ça conforte les investisseurs. Et évidemment, Nasdaq étant tellement conservateur que par design, ce produit-là n'a jamais eu d'exposition sur du Luna, sur du FTT, sur du Binance, etc. Voilà, bah là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est Exactement. que voilà, plus le temps passe, plus le spectre augmente. Alors Et effectivement, dans ça une année permet aussi de faire un point sur le timing, n'est-ce pas, Ben? Je pense qu'en général, cette slide, ce que moi je trouve fascinant, c'est Ethereum. Je regardais ici en mars 2021, Ethereum ne représentait que 16% de la capitalisation du marché. Mais en un trimestre, c'est passé de 16% à 31%. Et depuis lors, ça oscille autour de 31%. Et cette progression s'est faite au détriment de Bitcoin, en fait. Donc, l'idée, c'est que vous auriez, si vous auriez raté une allocation à Ethereum de mars en juin, vous aurez raté cette période de croissance folle, en fait. Et c'est pour ça que essayer de timer le marché, c'est un couteau à double tranchant parce que très souvent, ça ne marche pas. L'idée, c'est plutôt d'avoir une allocation à une stratégie qui automatiquement aurait rebalancé et qui aurait donc reflété cette allocation plus large à Ethereum et l'investisseur aurait bénéficié de la hausse. Et comme la stratégie est très bien construite, nous, ce n'est pas une stratégie
top 5 ou top 10. C'est une stratégie dynamique où le nombre d'actifs n'est pas déterminé. Donc, le nombre d'actifs va aller crescendo à mesure que l'univers va également crescendo. Et ça vous permet de capturer tout le potentiel de croissance sans qu'il y ait forcément on va dire quoi, des limites arbitraires de 20% ceci, 25% cela, ou je n'aurai que 5 jetons. Et si vous regardez cette année la performance du Nasdaq Crypto Index comparé à d'autres indices en Europe, qui ont donc certains de ces caps-là, vous verrez que le Nasdaq Crypto Index a fait mieux parce qu'il a vocation de répliquer le marché et il a donc, il a donc servi de meilleur en demandant que les indices qui, de façon arbitraire, ont des règles d'exclusion ou des règles de limite qu'on ne comprendrait pas trop bien. Et ça, c'est le Nasdaq Crypto Index, notre stratégie flagship. Et juste pour complémenter pardon, sur le Nasdaq Crypto Index, il est important de rappeler aussi que Nasdaq est très engagé avec nous pour rendre cet indice le benchmark de la classe d'actifs. Aujourd'hui, on voit tous les index providers traditionnels apporter des indices crypto. Certains sont pas très bien construits. Nous, on pense vraiment que d'un point de vue institutional grade, c'est le best in class dans le marché. Et dernière chose, comment les investisseurs de ce produit regardent aujourd'hui cette allocation, ils se disent que c'est très simple. Ils ont une allocation cœur de 90% sur Bitcoin et Ethereum, deux actifs sur lesquels ils comprennent les cas d'usage, ils voient le potentiel et une sorte de satellite sur d'autres technologies qui peuvent apporter des solutions de paiement, de smart contract ou de decentralized application et qui peuvent être vues comme un satellite de potentielle surperformance sur le long terme. Voilà, ça c'est sur le Nasdaq Crypto Index et donc ensuite peut-être sur le momentum, Draman, si tu Et peux présenter le concept. oui, non, rapidement. Donc, et la deuxième stratégie qu'on a développée, c'était une stratégie factorielle. L'idée étant que oui, on peut faire la pondération par la capitalisation du marché, mais il y a également le facteur momentum qui, en réalité, permet d'investir dans les actifs qui ont eu la progression de prix la plus élevée sur les 2 derniers mois. Et c'est très proche de la façon dont les investisseurs des détails investissent en crypto de façon générale. Mais aussi, le facteur momentum, il est très connu des investisseurs institutionnels. Donc, cette stratégie permet un peu de réconcilier à la fois les investisseurs, les retail investors, qui investissent vraiment, qu'est-ce qui va à la hausse et comment j'en achète un peu plus, et les investisseurs institutionnels qui ont une approche beaucoup plus, on va dire, standardisée et systématique d'investissement. Et ce tennis, il est beaucoup plus diversifié. Il a 12 jetons et vous verrez que la pondération la plus élevée est de l'ordre de 15-16% et la plus faible est de l'ordre de 3 ou 4%. Donc, ça donne l'un des paniers les plus diversifiés possibles en termes d'allocation, mais aussi en termes de thématiques sous-jacentes auxquelles ces différents projets sont exposés. Et on arrive toujours à avoir une couverture de marché de 78%. Donc, grâce à cet indice, vous avez couvert 70%, presque 80% de tout ce qu'il y a comme crypto dans le monde. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir à la fois soit la capacité d'aller sur le Nasdaq Crypto Index qui vous donne une exposition au marché et à sa croissance, ou d'avoir une allocation, une stratégie factorielle qui permettrait de surpondérer un peu les jetons qui ont eu plus de croissance positive sur les 2 derniers mois. On se dit que ces deux stratégies marcheraient très bien dans un portefeuille et quand on backteste un peu les données, ça ne vous surprendra pas. Vous verrez que le Nasdaq Crypto Index qui est en bleu ici, si on regarde les données depuis juin 2020, il aurait fait mieux que Bitcoin, qu'une allocation à Bitcoin. Et même cette année, en dépit du fait que le marché soit allé à la baisse, que Bitcoin a fait mieux, l'avantage du Nasdaq Crypto Index sur Bitcoin, ce serait toujours maintenu en réalité. Et l'avantage dont on parle d'environ 700 points de base de différence de performance. La volatilité de l'indice est un peu plus élevée, mais au change, le gain de performance compense largement pour la volatilité additionnelle. Et la stratégie Momentum qui, elle va allouer beaucoup plus à des small caps en crypto. Elle a une meilleure performance naturellement, mais elle est beaucoup plus volatile. Mais encore, en dépit de la volatilité du fait que le marché va aller à la baisse, l'avantage de performance se conserve en fait. Donc, typiquement, l'avantage de performance du Momentum comparé à Bitcoin, c'est de 15%. Et il y a un surcoût de volatilité, mais encore le surcoût de volatilité est moindre que l'augmentation de rendement que vous avez. Donc, l'idée, c'est vraiment que les approches initiales marchent. Elles permettent d'avoir des rendements qui sont meilleurs que de choisir des single assets et le surcoût de volatilité est plus que compensé par le rendement additionnel qu'on a
qu'on a. Donc, ben non, je pense on peut s'arrêter ici et prendre des Ouais, questions on peut éventuellement. passer à la conclusion. J'ai juste quelques petites infos sur tout ce qu'on vient de dire. Mais vous savez, dans nos discussions, les investisseurs traditionnels, déjà d'un point de vue à cette allocation, nous, quand ils nous posent la question, qu'on regarde leur modèle portfolio, on va toujours aller vers quelque chose une allocation de 50 BP à 2, 3, peut-être 5% pour les plus agressifs. Mais où je veux en venir, c'est que ça restera toujours une petite partie de leur business. Et donc, on pense qu'il n'y a vraiment pas une justification pour créer une équipe interne et essayer d'avoir un peu cette approche single name, faire ma sélection. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'on pense que lorsque des indices sont bien construits, justement, les investisseurs devraient réfléchir plus en termes de comment je mets en place mes poids. Et on pense que pour une allocation stratégique long terme, faire du market cap évolutif, c'est la bonne approche. Et avoir un produit complémentaire qui, lui, est beaucoup plus dynamique avec un rebalancement mensuel et le momentum weight permet voilà, d'apprendre des positions un peu plus tactiques, aller jouer des rebonds de marché, etc. Voilà. Donc, voilà, d'un point de vue conclusion, voilà, là vraiment on reprend tout ce qu'on vous a vous dit. On pense que les ETP sont en Europe la meilleure enveloppe pour accéder à la classe d'actifs. Nous pensons que le contexte actuel est très intéressant et que les forces sont vraiment côté upside suite à une année de recovery et peut-être de nettoyage en 2023 et la réglementation arrive. Donc voilà, on est très optimiste. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici, vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas à regarder notre Outlook. Voilà, on pense que le mois de janvier sera bien chargé. Vous devrez voir pas mal de communication de notre part. Pour ma part, je suis pas mal sur la route. Donc voilà, si vous avez besoin de nous rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, je vois pas de questions. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée et encore merci pour votre présence. On Merci devrait beaucoup. voilà, organiser des points réguliers en français l'année prochaine, donc on vous tiendra informé. Merci à tous, au Merci. revoir. Merci à tous. Ouais, merci bien.